Alors déjà, le métier s'est beaucoup complexifié. C'est-à-dire que c'est un métier, pour faire comme ça un très rapide historique du métier de producteur et de ce que c'est que le montage financier d'un film, pendant très longtemps, jusqu'au début des années 80, vous financez un film en allant voir un distributeur. Donc c'est à une époque où en gros les films marchent souvent très bien en salle, il y a beaucoup d'entrées qui se font dans les salles de cinéma. Vous allez voir un distributeur et le distributeur vous finance sous forme d'un minimum garanti à peu près les 2/3 de votre film. Aujourd'hui, quand c'est 10%, c'est déjà formidable. Donc, vous avez un partenaire qui est le distributeur, vous allez peut-être avoir un autre partenaire qui va être un vendeur à l'étranger qui met un peu d'argent, vous allez faire une coproduction étrangère, vous avez peut-être l'avance sur recette, et puis en gros, votre financement, c'est celui-ci. Et pendant longtemps, ce distributeur, on l'oublie maintenant, mais pendant très longtemps, c'était les Américains. C'est-à-dire que quand vous voyez, il y a plein de films d'auteurs français, vous voyez les films de Truffaut, c'est les artistes associés très souvent. Je ne crois pas que ce soit, ça peut être, je ne sais pas si c'est la Paramount, mais ça pouvait à l'époque, la Columbia. Enfin, donc les Américains étaient très implantés et finançaient beaucoup de cinéma d'auteurs français sous cette forme. Les entrées dans les années 70 commencent à chuter considérablement. Début des années 80, ce système est fini. Voilà. Donc c'est le moment où Jack Lang devient ministre de la Culture et Jack Lang refonde avec quelqu'un qui dirige actuellement la FEMIS, Marc Nicolas, un peu de nouvelles bases sur le financement du cinéma. Et un des éléments marquants de ces nouvelles bases, c'est l'arrivée de Canal+. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, André Rousselet, qui est copain avec Mitterrand, parle de son idée de Canal+. Mitterrand en parle à Lang, et Lang dit, ben oui, en gros, cette chaîne privée, pourquoi pas, mais ce qu'il faudrait, c'est que cette chaîne privée contribue à financer le cinéma français, ce qui serait un moyen de remplacer ces minimums garantis des distributeurs qui disparaissent. Et ce principe de ce qu'on appelle d'obligation va s'étendre à d'autres chaînes, va s'étendre à TF1, France 2, France 3 et M6. Et il y a un pourcentage du chiffre d'affaires qui pour Canal est de l'ordre de 8%, je crois, et pour les autres chaînes qui est de l'ordre de 3,5%, qui doit être consacré chaque année au cinéma français. Et il y a une toute petite quote-part au cinéma européen. Ça rigole pas, hein, c'est-à-dire que le CSA, en fin d'année, va regarder si toutes les chaînes ont bien dépensé les millions d'euros qu'ils doivent dépenser dans le cinéma en fonction du chiffre d'affaires de la chaîne. Donc ça, c'est une espèce de nouvelle façon de financer les films très neuve qui arrive. En même temps, on invente les Sofica, donc qui est un système qui permet aux gens qui payent beaucoup d'impôts d'avoir un avantage fiscal en plaçant de l'argent qui est bloqué pendant 5 ans. Cet argent est investi sur des films et au bout de 5 ans, on leur en rend plus, la même somme ou moins. Voilà. Mais ils ont quand même un avantage fiscal en plus. Donc il y a ça qui est inventé. Et puis se développe petit à petit quelque chose qui est maintenant quand même assez important, qui sont les financements des régions. Voilà, aujourd'hui, bon, vous allez faire un film. Nous, ça nous est arrivé pour Métamorphose. Métamorphose, c'est un film qu'on pouvait tourner dans beaucoup de régions différentes. Donc voilà, à un moment donné, on se dit bon, bah, peut-être dans quel. On savait par contre qu'il y avait peu de choses. Paris, c'était pas du tout le. Voilà. Voilà, donc à un moment donné, on se dit bah, est-ce qu'on va voir l'Île-de-France, est-ce qu'on va voir la région Languedoc-Roussillon, la région PACA, l'Aquitaine, voilà. À peu près toutes les régions de France maintenant peuvent vraiment contribuer nettement à un financement. Donc si vous voulez, tout ça a beaucoup changé le métier de producteur par rapport à la façon dont il se faisait avant. Et pour répondre plus précisément à votre question, cette chose-là, c'est encore, avec les années, c'est à la fois étoffé, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de financements qui sont arrivés, notamment des financements européens, mais c'est devenu de plus en plus compliqué. Alors, c'est devenu compliqué, on va dire, de deux façons. La première façon, c'est juste un peu une façon juridique. C'est que pendant longtemps, vous signez le contrat d'un acteur ou un contrat de coproduction, c'était 5 pages. Maintenant, c'est 40 pages. C'est-à-dire que la question depuis que je produis, par exemple, quand même, les grandes différences, c'est les modes d'exploitation des films. C'est-à-dire que quand moi je commence à produire, il y a 5 chaînes de télévision, il y a une chaîne payante, on voit essentiellement les films au cinéma ou à l'époque, même quand je commence en VHS. Voilà. Et puis tout ça, en quelques années, change considérablement. C'est-à-dire qu'il faut vous dire que l'arrivée d'Internet, l'arrivée des chaînes payantes, tout ça, etc., pose des problèmes juridiques sans fin. C'est-à-dire, tout d'un coup, moi par exemple, je vais aller exploiter des films aujourd'hui pour des droits qui ne m'ont pas été cédés à l'époque, puisque le mode d'exploitation n'existait pas. Donc toute cette
cette complexité juridique alliée à une autre chose qui n'est pas une mince affaire, qui est ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui est de dire à partir de quand Canal+ peut passer un film, à partir de quand ce qu'on appelle la deuxième paye, le deuxième passage payant, en général Ciné+ ou SCS, peut passer le film, puis la chaîne hertzienne, puis l'ouverture de la fenêtre VOD, puis l'ouverture de la fenêtre SVOD, tout ça, des espèces d'usines à gaz. Voilà. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait mes contrats seul. Aujourd'hui, je peux continuer à les faire seul, mais alors je ne raconte pas le nombre d'erreurs qu'il y aurait dedans. Donc je suis obligé, par exemple, aujourd'hui, c'est très difficile de produire sans avoir vraiment une direction juridique solide quand même. Hein. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est la relative complexité administrative de la production, c'est-à-dire que donc il y a beaucoup d'aides, par exemple il y a le crédit d'impôt, vous allez avoir des aides européennes, mais pour ça il faut remplir un certain nombre de critères. Donc ces critères, ça va être voilà, d'employer bien un certain nombre de techniciens en France. Si jamais tout d'un coup vous ne faites pas gaffe, mais au lieu de prendre un ingénieur du son français, vous allez prendre un ingénieur du son belge, bon, bah, tout d'un coup on peut vous dire ah bah voilà, tu n'as pas les points qui étaient requis, donc tu perds ton crédit d'impôt. Le crédit d'impôt c'est 10% du financement. Donc si vous voulez, il faut faire super gaffe. Et dans le même temps, vous allez monter une coproduction européenne avec des partenaires qui ont les mêmes contraintes de leur pays, qui vont dire, alors des fois vous allez vous discuter pendant des jours et des jours sur le point de l'ingénieur du son qu'on va remplacer par la costumière et tout. Puis alors après vous allez demander des aides européennes comme par exemple Eurimage. Je ne vous raconte pas le dépôt d'un dossier Eurimage. Quand même un truc comme ça. Enfin, donc c'est ça, si vous voulez, cette chose qui fait que le métier c'est quand même vachement, je sais pas, il y a une technicité quand même importante. Hein, et moi, si jamais j'étais pas bien entouré, je serais souvent largué, quoi. Hein. Donc le problème, c'est que, enfin, l'effet secondaire de ça, à mon avis, c'est que ça a favorisé peut-être l'émergence de producteurs qui sont peut-être des très bons techniciens de tout ça. Puisque une des choses qu'on peut dire aussi sur l'évolution, c'est le nombre de producteurs qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que moi, quand je commence à produire, je produis parce qu'il y a une pénurie de producteurs. Donc des auteurs arrivent et il leur faut des producteurs. Donc plein de producteurs apparaissent à ce moment-là parce qu'on en a besoin. Plus du tout le cas maintenant. Maintenant, vous avez pour un bon auteur, vous avez 15 bons producteurs susceptibles de le produire. Donc la quantité de producteurs qui est apparue est aussi apparue avec le fait que beaucoup de gens peuvent avoir fait un certain type d'études, avoir une certaine tournure d'esprit qui les rend extrêmement capables sur toutes ces choses qui sont peut-être un peu plus techniques, un peu plus… Voilà. Et à l'inverse, peut-être qu'un producteur qui va avoir une grande sensibilité artistique, qui va peut-être savoir… qui peut donner naissance à des films forts, importants, mais qui n'a pas du tout ça ou qui est un peu dépassé par tout ça, il peut quasiment plus produire aujourd'hui. Le premier cas, c'est pas vrai. C'est-à-dire vous pouvez être un très bon, je sais pas, j'ai envie de dire ingénieur au sens de l'ingénierie, au sens de la complexité qu'il peut y avoir, voilà, et du coup arriver à produire parce que vous maîtrisez une technique quelque part. Du coup, oui, tu as dit qu'il fallait être bien entouré, qu'il fallait avoir une bonne direction juridique par exemple. C'est combien de personnes aujourd'hui les films Péléas et sur quel type de métier? Alors on est 10. On a une dizaine, ça varie un petit peu à un ou deux près. En gros, donc sur le juridique, il y a 2 personnes qui s'occupent un peu, pas seulement du juridique, hein, c'est aussi l'exploitation du film, c'est… voilà, mais il faut vous dire que le juridique est présent partout. Hein. Dès que vous vendez un film à une chaîne, bon, bah voilà, vous avez un mandataire, qui dit mandataire, dit rédaction du mandat, vente à la chaîne, dit contrat avec la chaîne, etc. etc. Donc c'est quand même, vous arrivez à Péléas, il y a des classeurs, des murs et des murs entiers de classeurs de contrats. Il y a j'ai un assistant de production voilà, qui nous assiste, David et moi. Il y a une personne qui est, on va dire, directrice de post-production, donc qui s'occupe des films à partir du moment où le tournage est terminé. C'est elle qui gère toute la post-production des films. Et là aussi, c'est un truc qui a énormément évolué depuis que j'ai commencé à produire. Pendant longtemps, vous produisiez un film en 10 jours. Vous mixiez un film en 10 jours. Maintenant, ça peut être entre 3 et 6 semaines, quoi. Donc, la technique évolue extrêmement vite. Ce qui était vrai il y a 5 ans n'est plus vrai maintenant. Donc cette fille est très compétente et heureusement elle est là. Et puis elle intervient sur beaucoup d'autres choses dans la vie de la société. Il y a 2 personnes à l'administration. Il y a une personne un petit peu à l'accueil et un petit peu à l'organisation quotidienne de la société. Voilà, souvent un stagiaire, David et moi. Et puis on a une directrice de production
qui est un peu une directrice de production maison, qui ne travaille qu'avec nous, qui était administratrice au tout début de Péléas, et qui supervise un petit peu les différentes productions des films. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on va décider de faire un film, dès qu'on fait un premier devis, c'est elle qui va le faire. Et voilà, puis ensuite elle va suivre un peu, même quand un autre directeur de production va faire le film, elle suit à différentes étapes le fait que le film se fasse, on va dire, un peu dans nos méthodes, puisque ce qui est très important quand on produit, c'est de mettre en place aussi des méthodes de fabrication. Parce que quand on parle de produire un film, un film, tout le travail qu'on fait sur Eden, par exemple, c'est que certes, le film, il coûte 5, on en a un peu moins de 4, mais les solutions, elles sont à 2 endroits. Les solutions, elles sont dans le financement qu'on peut trouver, mais elles sont aussi comment faire pour que le film ne coûte non pas 5, mais 4,5. Donc, si vous voulez, la question de la fabrication du film, elle est cruciale, parce que si jamais parce qu'à un moment donné, quand vous n'avez plus assez d'argent pour fabriquer votre film, eh ben, le seul moyen de réussir à le faire à peu près avec l'argent que vous avez, c'est de le faire pour moins cher. Voilà. Donc ça c'est un truc qui s'apprend et ce n'est pas toujours facile parce que de le mettre en œuvre, parce que quand moi je produis un film, qu'est-ce que je fais? J'ai cherché un directeur de production qui va être la personne qui va être l'espèce de, pour prendre un équivalent dans l'entreprise, ça va être le directeur général de l'entreprise film du début de la préparation jusqu'à la fin du tournage à peu près. Mais lui, il arrive un peu avec ses méthodes. Lui, si vous voulez, c'est pas son argent, hein. C'est mon argent. Il va le gérer avec honnêteté, tout ça. Mais les conséquences pour lui, le tournage, il est terminé. 15 jours après, il est sur un autre film, hein. Donc après, ce qu'il faut, c'est réussir à amener les gens qui ont les postes importants, dont le directeur de production sur la fabrication du film, à se plier à vos méthodes. Et pas vous à être éventuellement victime des méthodes d'un directeur de production peut-être un petit peu trop généreux. Ouais. Quel a été le plus gros succès des films Péléas et de l'autre côté, le film, l'un qui a fait le moins de succès? Le plus gros succès, c'est Hors de prix. Voilà, le film de Pierre Saladori avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Donc là, j'hésite pas trop à vous le dire. Sur les films qu'on fait peu d'entrées, plusieurs titres me viennent. Je crois que ça doit être un film qui s'appelle Comme il vient, de Christophe Chiesa, garçon qui avait fait La Fémis, que j'ai produit il y a bien 15 ans, et qui a dû faire, je sais pas, 2000 entrées, quoi, quelque chose comme ça. Et pour le succès, combien d'entrées? Hors de prix, 2,2 millions. Un petit peu moins. Ouais. Et 2,2 millions et vendu dans le monde entier, et faisant l'objet de remake, et voilà, vraiment un vrai succès. Ouais. Ouais. Avoir ne serait-ce que la sélection d'affiches derrière vous, je me rends compte que vous travaillez avec des distributeurs différents. Ouais. Comment se passe cette étape de choix et comment se passe votre collaboration? Alors, ça se passe un peu sur 2 critères. Le premier, c'est un critère un petit peu intuitif, qui est de me dire, tiens, quelle serait la bonne personne pour ce film ? Puisque je les connais à peu près tous, donc il y a une sensibilité, vous allez... donc ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième critère, c'est un critère financier. C'est-à-dire que je vais me dire, par exemple, dans la cour, ah bah tiens, a priori, Wild Bunch serait le bon distributeur, mais encore faut-il que Wild Bunch mette le financement dans le film que j'attends de lui. Sachant que quand je parle de Wild Bunch, pour faire un petit distinguo, quand je parlais des distributeurs tout à l'heure, Wild Bunch, c'est ce qu'on appelle un groupe. Donc, c'est-à-dire que travailler avec Wild Bunch, c'est travailler sur la salle, c'est travailler sur l'international, c'est travailler sur le mandat vidéo, VOD, etc., etc. Donc, ça veut dire que c'est un partenaire qui met quand même pas mal d'argent dans le film. Donc, soit il met ce que je veux, c'est celui avec qui j'ai envie de travailler et c'est super, soit c'est celui avec qui j'ai envie de travailler mais il ne met pas assez d'argent, auquel cas je vais en voir un autre. Voilà. Et par exemple, un beau dimanche, j'avais identifié 3 distributeurs où je m'étais dit, tiens, ces 3 personnes-là, ça pourrait bien se passer sur ce film. Et c'est avec Michel Saint-Jean, Diafana, que je me suis entendu et sur le projet et sur le deal financier. Le deal financier étant aussi bien l'argent qu'il met dans le film que comment il envisage sortir le film. Si jamais il me dit, si Wild Bunch me dit, nous on est prêt à mettre ce que tu veux dans la cour, mais nous le film on le voit sur 80 copies France, ça va pas aller, quoi. C'est-à-dire qu'après, à ce moment-là, on parle aussi de comment il voit le film. Et c'est important de bien être d'accord à cette étape-là, parce que si jamais il y a un malentendu, vous le payez cher à l'arrivée. À quel moment le distributeur met de l'argent dans le film? Au moment du montage financier, le moment où quand moi j'ai mon scénario et mon casting, je fais le tour des partenaires et je commence en général par le distributeur parce que pour les autres partenaires,
la présence du distributeur, qui va être le distributeur qui va sortir le film, c'est un élément très important dans leur décision de coproduire le film.